Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? Nous amène à Bruxelles, où il y a une réunion de coordination des aides militaires à l'Ukraine. Cette réunion-là, en fait, rassemblait les ministres de la Défense de l'Organisation pour le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Donc, cette réunion s'est tenue avant-hier, mercredi, à Bruxelles. Alors, il s'agissait de faire le point sur l'aide, l'aide militaire disponible pour l'Ukraine, parce qu'il faut savoir que dans un contexte d'ouverture d'un nouveau front dans le Moyen-Orient, avec ce qui se passe entre Israël et Gaza, et surtout la volonté des Américains d'afficher, ils l'ont annoncé, leur soutien, d'apporter de l'aide militaire également à Israël dans son offensive contre la bande de Gaza, évidemment, il y avait un certain nombre d'inquiétudes qui commençaient à sortir d'abord de la part des Ukrainiens sur la capacité des États-Unis à pouvoir soutenir à la fois une aide pour Israël et une aide pour l'Ukraine, donc à fournir des armes et des munitions à ces deux pays en même temps. Et donc, il est tout à fait normal aussi que face à cette situation-là, bien entendu, Floyd Austin, donc le secrétaire d'État à la Défense, et Joe Biden ont bien entendu annoncé que les États-Unis allaient fournir toute l'aide nécessaire dont Israël pourrait avoir besoin dans le cadre de son offensive sur la bande de Gaza. Mais ils ont également réitéré leur aide pour l'Ukraine pour faire face justement à l'hiver qui arrive, parce qu'il ne faut pas oublier que durant l'hiver 2022, les Russes avaient bombardé la plupart des équipements et des infrastructures électriques du pays, et donc ce qui avait plongé les populations dans l'obscurité et dans le froid. Et donc c'est en prévision donc de l'hiver prochain, parce que nous sommes déjà en octobre, et donc l'hiver approche à grands pas, l'hiver 2023, que les Ukrainiens avaient non cessé de réitérer cette crainte-là, de voir les peu d'équipements qu'ils ont pu sauver ou qu'ils ont pu remettre sur pied, voire de nouveau être détruits par l'aviation ou par l'artillerie israélienne dans les semaines ou dans les russes, dans les semaines ou dans les mois à venir. Et donc, c'est la raison pour laquelle il fallait déjà dans un premier temps essayer de voir dans quelle mesure est-ce que on peut fournir des armes défensives, notamment des missiles sol-air, pour permettre justement d'intercepter soit des avions, soit des drones, soit des hélicoptères russes qui mèneraient des raids en Ukraine. Et puis aussi, il fallait voir l'aide justement offensive, notamment en termes d'armes et de munitions, parce qu'il faut bien comprendre que la contre-offensive ukrainienne, même si elle est loin d'avoir obtenu les résultats escomptés, du point de vue des Ukrainiens, c'est une contre-offensive qui avance lentement et qui est projetée sur la durée. Et donc, qui dit une contre-offensive projetée sur la durée, dit aussi derrière un soutien massif en termes d'armes, en termes de munitions sur la durée. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y avait cette crainte-là de la part des Ukrainiens, avec l'ouverture de ce front dans le Moyen-Orient, de voir, si tu veux, cette capacité de mobilisation d'armes et de munitions en sa faveur s'amenuiser. D'autant plus qu'on avait déjà un certain nombre de signaux, j'en avais parlé ici, qui étaient quand même plus ou moins inquiétants. Le fait que déjà le prochain gouvernement slovaque, qui est issu des dernières élections générales, le prochain Premier ministre a fait savoir qu'il va couper immédiatement l'aide à l'Ukraine. Il faut savoir que la Hongrie ne fournit pas d'armes. Elle n'a même pas imposé de sanctions économiques à la Russie. Mais la Pologne aussi a annoncé, il y a à peu près une dizaine de jours, qu'elle mettait un terme à la fourniture d'armes et de munitions à la faveur de l'Ukraine, parce qu'évidemment, elle n'en avait plus de stock. Et puis aussi, il y avait le général Miller, qui était l'ancien chef de la coordination des opérations de l'OTAN, qui a expliqué que l'aide militaire pour l'Ukraine ne pourrait pas se faire indéfiniment, puisque les armes et les munitions qui sont livrées à l'Ukraine par les Américains le sont sur la base de stocks qui n'étaient pas pleins déjà au départ, qui étaient à moitié, et dont on commence à percevoir le fond. Donc, toutes ces annonces-là avaient commencé à susciter de l'inquiétude de la part de Volodymyr Zelensky et des autorités ukrainiennes. Et donc, il fallait absolument, de la part des alliés à l'Ukraine, de trouver une réponse pour justement rassurer les Ukrainiens sur leur disponibilité, sur la disponibilité de leur aide,
tout au long de l'année 2023 et voire même au-delà jusqu'en 2024. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'état-major russe a déjà fait savoir qu'ils ont mobilisé les fonds ou qu'ils ont déjà mis en place un budget qui devrait leur permettre de tenir la guerre tout au long de l'année 2023, y compris l'année 2024 et jusqu'en 2025. Donc, il est clair que du point de vue des Russes, c'est sur une guerre sur un temps très long qu'ils tablent et donc il faudrait que les Occidentaux aient cette capacité de pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine sur ce temps long-là. Et donc, justement, il s'agit non pas maintenant, évidemment, de garantir que l'aide sur le temps long sera effective, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre d'aléas, il y a un certain nombre de facteurs qui pèsent sur l'aide. Les élections prochaines aux États-Unis, avec la potentielle arrivée ou un potentiel retour au pouvoir de Donald Trump, ce qui changerait totalement la donne parce que Donald Trump est clair, il revient à la Maison-Blanche, il coupe l'aide. Et donc, il y a aussi le fait qu'au sein de l'opinion américaine, il y a de plus en plus de voix dissonantes qui demandent qu'il y ait un terme à l'aide accordée aux Ukrainiens. Un dernier sondage a fait qu'aujourd'hui, 55% des Américains sont contre l'idée de continuer à donner des armes à l'Ukraine et donc ils veulent que ce soit une solution diplomatique et pacifique qui soit trouvée. Et lorsque l'on regarde du côté des républicains, ça monte jusqu'à 75% des militants et sympathisants républicains qui veulent que les États-Unis arrêtent de fournir des armes à l'Ukraine. Donc on est un peu dans cette configuration-là. Les Ukrainiens sont conscients que le temps ne joue pas en leur faveur et donc c'est la raison pour laquelle ils essayent maintenant aujourd'hui de trouver des solutions alternatives. L'une des solutions alternatives, ce serait non plus de dépendre exclusivement des importations d'armes de la part des pays alliés, mais de pouvoir remettre sur pied une espèce d'industrie militaire qui leur permettrait de fabriquer sur place les armes dont ils ont besoin, de ne plus attendre des semaines, voire des longs mois avant l'arrivée de ces armes-là. Parce que d'autant plus que lors de cette réunion-là, il faut savoir que le Royaume-Uni a fait savoir qu'il allait mettre à sa disposition une enveloppe de 70 millions de livres, soit à peu près 81 millions d'euros pour la fourniture d'équipements, notamment pour permettre de déminer les terrains sur lesquels, justement, les terrains qui sont à la frontière, à la lisière des territoires occupés par les Russes, parce qu'il faut savoir que sur le plan des infrastructures défensives mises en place par les Russes, il y a plusieurs niveaux de défense. Il y a d'abord un premier niveau avec des mines antipersonnelles et mines anti-chars, puis des tranchées, puis un certain nombre de moyens d'artillerie et autres. Et donc tout ça fait qu'il est extrêmement difficile pour les Ukrainiens de progresser. Donc pour les Britanniques, il faut fournir des moyens pour permettre aux Ukrainiens justement de déminer ces terrains-là. Et dans le même temps, il faut savoir que les membres de l'OTAN ont garanti que d'ici la fin de l'année 2023, il y aurait à peu près 200 millions de dollars d'aide militaire qui leur serait fournie, dont une grande partie viendrait des États-Unis. Pourquoi ? Parce que même si on le sait, ils sont en attente de la nomination, ils sont en attente de l'élection d'un nouveau speaker, le président de la Chambre des représentants. Joe Biden a expliqué que la Maison-Blanche dispose d'un certain nombre de lignes budgétaires qui pourraient permettre d'assurer ce soutien à l'Ukraine pour quelques semaines, voire quelques mois encore, en attendant évidemment de renégocier avec les républicains. Une fois que le nouveau speaker aura été élu, il va falloir qu'il rediscute avec la Maison-Blanche sur cette question de l'aide à apporter à l'Ukraine. Donc, on est un peu dans cette situation-là. Il s'agissait donc mercredi dernier d'une réunion visant à rassurer en réalité les Ukrainiens sur la disponibilité de l'aide et des armes occidentales et d'autre part en quelque sorte aussi commencer à réfléchir sur comment est-ce que l'on pourrait prolonger cette aide-là au-delà de l'année 2023, donc à partir de janvier 2024, parce qu'évidemment, les choses ne s'annoncent pas aussi faciles, enfin les choses s'annoncent beaucoup plus difficiles que durant l'hiver 2022, où il y avait encore un soutien massif, aussi bien des opinions publiques que des gouvernements. Or là, avec l'inflation, la crise économique, la montée des crises sociales dans ces pays-là, du fait qu'elles subissent les revers liés à
à leurs décisions liées aux sanctions qu'elles ont décidé d'imposer à la Russie, et bien donc ce qui fait que de plus en plus, on commence à entendre des voix dissonantes dans les opinions publiques et on commence à voir petit à petit une diminution du soutien d'abord politique envers Kiev. C'est le cas, comme je l'ai dit, pour la Slovaquie qui va emboîter le pas à la Roumanie. Et d'un autre côté, on voit, et il y a un risque réel de voir s'amenuiser, voire s'arrêter l'aide américaine. Parce que si l'aide américaine cesse, c'est plus de la moitié du soutien apporté à l'Ukraine par les Occidentaux qui va disparaître. Et ça mettrait dans l'embarras les pays européens, même si certains pays commencent à dire qu'il faudrait qu'ils réfléchissent à l'idée de pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine sans les États-Unis. Mais ça, évidemment, ce serait une autre paire de manches et ce serait encore beaucoup plus difficile à mettre en place. Merci Jean-Paul avec nous ce matin. La dernière fois, tu disais que la RDC avait demandé le départ d'une force des Nations Unies. La MONUSCO. Comment ça se passe en ce moment? Bon, la situation depuis, est-ce qu'ils ont quitté le territoire? Ils n'ont pas encore quitté le territoire parce qu'évidemment, il faut savoir qu'ils sont présents depuis les années 2000. Ça fait donc à peu près plus de 20 ans. C'est la plus importante mission onusienne sur le continent africain. Il y a à peu près 50 000 casques bleus présents, notamment au nord et au sud Kivu, dans la région de Goma. Il faut savoir que il y a 3 mois, il y avait eu des manifestations des populations contre la présence de la MONUSCO parce qu'ils estimaient que la MONUSCO avait été incapable d'empêcher les exactions du M23, un mouvement qualifié par le gouvernement de Kinshasa comme étant un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Oui. Et donc, face à l'incapacité à la MONUSCO de garantir la sécurité pour les populations du Kivu, et donc la population avait demandé le départ de la MONUSCO. C'est lors de cette manifestation, malheureusement, que la police avait réprimé de manière extrêmement sévère les populations. Ça avait même entraîné la mort de plusieurs d'entre elles. Et donc ça avait créé une autre crise au Congo. Et c'est un peu le talon d'Achille actuellement du président Tshisekedi Tshilombo qui est candidat à un deuxième mandat. Donc, même si la pré-campagne en réalité en RDC a déjà débuté, mais la question justement de la sécurité au Kivu va être au cœur même de cette campagne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui est justement candidat à cette élection présidentielle et qui connaît bien la situation à Goma, puisque son hôpital, qui est connu à travers le monde entier comme étant l'hôpital dans lequel des réparations étaient apportées aux femmes qui étaient victimes de viols et d'autres mutilations de la part de groupes terroristes, dont le M23. Donc, cette question de la sécurité dans le Kivu à mon avis, va avoir une place centrale lors de la prochaine campagne. Mais même si l'ONU tente, je crois, de maintenir le dialogue avec le gouvernement de Kinshasa pour essayer de trouver une solution, soit de voir comment est-ce qu'on pourrait prolonger quand même la présence de la MONUSCO, ce que je crois peu probable parce que aussi bien le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement fédéral, que le gouvernement central, que les gouvernements régionaux, donc du Nord Kivu et du Sud Kivu ne veulent plus entendre parler de cette MONUSCO-là. Il est donc clair que cette mission des Nations Unies va partir. Mais ce sera un revers terrible pour les Nations Unies, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La mission des Nations Unies pour la Centrafrique, dans le cadre du suivi de l'opération Sangaris, elle est partie. À la demande du gouvernement de la Centrafrique. On l'a vu aussi dernièrement avec le Mali, le départ de la MINUSMA à la demande des autorités de Bamako. Et donc là, ce serait un troisième contingent des Nations Unies qui serait forcé par le gouvernement du pays pour lequel il est venu apporter un soutien, qui serait contraint également de plier bagage. Ça fonctionne comment ce mécanisme quand il y a une force d'aide de l'ONU dans votre pays? Qui supporte ça financièrement? C'est la communauté internationale. Parce qu'il faut savoir, c'est la communauté internationale. Pour mettre en place un contingent, dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, évidemment, il y a une enveloppe budgétaire qui est mise en place et des pays sont appelés à contribution. Donc, la plupart des pays contributeurs, ce sont évidemment les pays du Nord, les États-Unis, la France, l'Angleterre, qui sont les plus gros contributeurs des Nations Unies. Ce sont eux
qui principalement financent ces missions-là. Maintenant, bien entendu, il peut arriver qu'une mission cesse, soit parce qu'il n'y a plus les budgets, mais ça c'est extrêmement rare, parce qu'en général, lorsque l'on demande à mettre en place un tel type d'opération, on le fait sur une durée plus ou moins longue. Donc, ce n'est pas souvent une question de financement. Mais c'est pour des questions politiques liées soit à un environnement, soit qui se dégrade, en l'occurrence ce qui s'est passé en Centrafrique ou au Mali, et même en République démocratique du Congo, qui amène le gouvernement parfois à renoncer. Mais qu'est-ce qui peut justifier l'inefficacité de ces missions? Parce que déjà, il faut savoir que les armées de maintien de la paix n'ont pas les mêmes missions qu'une armée régulière. C'est-à-dire que ce ne sont pas des armées offensives. Elles sont là pour le maintien de la paix. Ça veut dire qu'elles n'ont que des missions défensives. C'est-à-dire que tant qu'on ne les attaque pas, ils ne peuvent pas répliquer. Or, ce n'est pas ce besoin-là. Ce n'est pas le besoin exprimé par les populations, en l'occurrence en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que dès lors que des exactions sont commises dans les villages, il faut que les populations puissent bénéficier d'un moyen de protection qui soit mis à leur disposition. En général, c'est les armées régulières qui doivent jouer cette mission-là. Mais pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, malheureusement, nos armées africaines sont mal équipées, mal formées, parfois en sous-effectifs. Et donc, tout ça fait qu'elles ne peuvent pas jouer pleinement leur mission de protection, de défense de l'intégrité territoriale, de protection des populations. Et c'est là où, justement, les missions des Nations Unies étaient censées venir en appui pour assurer notamment le volet défensif. Mais on constate que déjà, même sur le terrain, il n'y a pas une très bonne coordination entre les missions onusiennes et les missions des forces armées locales. Il n'y a pas également, et des fois aussi, il y a des problèmes, les problèmes de coordination sont liés aussi au fait que toutes les armées n'ont pas les mêmes philosophies dans leur fonctionnement. Si vous prenez une armée congolaise et vous mettez par exemple à côté des soldats sri-lankais, ce n'est absolument pas la même philosophie, ne fonctionne pas de la même manière, ce n'est pas la même langue. Donc il y a tout un certain nombre d'éléments qui font que parfois ça crée des blocages. Et donc, c'est en l'occurrence ce qui s'est passé en RDC. Et donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement de Kinshasa a demandé le départ de ces troupes-là. Merci Jean-Paul avec nous pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.